En rédigeant mon palmarès de mes mangas préférés, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. J'ai remarqué combien les mangas Chobits et Ressentiment se ressemblaient beaucoup et se faisaient écho l'une à l'autre. J'ai eu envie d'approfondir ce constat. Chobits est une manga du collectif féminin Clamp, publié entre 2000 et 2002. Après le méga succès de Kakato Sakura, elle voulait explorer un univers plus adulte comme elle l'avait fait dans X ou Tokyo Babylon. Elle voulait aussi rebondir après l'échec d'Intelli Clayeuse, une manga racontant comment une jeune adolescente se livre à des combats d'arène entre petits êtres. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais quoi? Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Donc, dans un futur pas si lointain, Hideki Botoshiwa est un Ronin, un étudiant qui a échoué ses examens d'entrée à l'université et qui suit des cours préparatoires en attendant. En rentrant de son travail, il trouve dans une pile d'ordures un Persecom, un ordinateur personnel à forme humaine. La prénommant Chi, c'est le seul mot qu'elle connaît, il réalisera bien vite qu'elle n'est pas comme les autres Persecom. Ressentiment, quant à lui, est une manga de Ketko Harasawa, publiée entre 2004 et 2005. Il s'agit de l'œuvre qui l'a fait connaître avant Boy on a Run et surtout I'm a Hero. Takuro Sakamoto a tout du stéréotype de l'otaku. Moche, gros, chauve, incapable du moindre contact avec les femmes, habitant chez ses parents et mésadapté social, il n'a rien pour lui. Fêtant ses 30 ans, il se doit de constater que sa vie personnelle, professionnelle et sentimentale sont pathétiques. Il commence alors à se réfugier dans Unreal, un monde virtuel qui rassemble tous les types de jeux vidéo. Mais est-ce vraiment une deuxième chance pour lui? On constate immédiatement que les deux œuvres se déroulent dans des futurs proches où la technologie est un peu plus avancée, mais la société assez similaire au présent. Tant le présent du début des années 2000 que celui d'aujourd'hui. Si les années 80 ont été marquées par des séries de science-fiction dans des futurs lointains, la fin des années 90 a plutôt vu l'émergence de séries d'anticipation bien moins éloignées. Les deux titres s'inscrivent parfaitement. Il faut dire que le contexte du Japon de l'an 2000 était moins sombre économiquement, socialement et politiquement que celui de 1985, voire 1990. À une société en crise économique, politique et sociale, à l'avenir sombre et pessimiste pour la jeune génération, le Japon de l'an 2000 était plus stable, même s'il offrait un avenir de petits travaux aliénants à cette nouvelle génération. Une génération moins révoltée, mais plus cynique et désabusée. Si c'est peu abordé dans Chobits, cette réalité est une grande composante de ressentiment. Les deux séries étant des seinen, des mangas pour jeunes adultes, il est normal qu'ils partagent des similitudes dans leur structure. C'est une caractéristique des mangas et du Japon en général, que chaque genre suit des règles précises, et le talent des mangaka réside dans leur capacité à jouer avec ces règles, tout en les respectant. Mais c'est éloquent combien Ressentiment est calqué sur Chobits, puisque c'est la série la plus ancienne des deux. Oui, je suis conscient que Chobits parle de robots et que Ressentiment parle de monde virtuel, qui sont deux sujets différents, mais leur vision de ces technologies et le regard qu'ils portent sur la société sont complémentaires. Pour le plus évident, commençons par les personnages. Évidemment, inutile de préciser que toutes les analyses vont mobiliser à divulgation. Les deux protagonistes, Hideki Botoshiwa pour Chobits et Takuro Sakamoto pour Ressentiment, sont tous les deux des puceaux, n'ayant jamais eu de relation, ne connaissant rien des femmes, ne connaissant rien de la technologie et ayant un avenir flou. Mais ils ont tous les deux un grand cœur, des valeurs affirmées et un sens moral fort, malgré un certain côté pervers. À leur simple allure, inutile de dire qu'un est plus pathétique que l'autre. Si à 19 ans, plutôt joli garçon, grand et dans un flou académique, Hideki est plus commun,
Takuro, à 30 ans, chauve, aussi laid que le cul de babouin, est pris dans un travail journalier et nettement plus pathétique. Les deux vont trouver par hasard une seule des femmes, une artificielle, l'autre virtuelle, vont découvrir un nouveau monde technologique, vont être confrontés aux côtés sombres et moraux de ces technologies et vont devoir questionner leurs valeurs. Ils amènent les lecteurs dans les mêmes quêtes et chemins. Ils sont tous les deux les avatars du lecteur ou la lectrice qui servent à faire passer les messages de la série. C'est seulement qu'il y en a un à qui ils aimeraient ressembler et l'autre à qui ils ressemblent un peu trop. Contrepartie aux héros, les héroïnes des séries sont également faites dans des moules similaires. Jeunes femmes artificielles, leur corps comme leur mémoire sont entièrement vierges lorsqu'elles rencontrent leurs héros. Ce sont donc des êtres purs que les héros devront forger de façon appropriée. Dans les deux cas, leur inexpérience envers les femmes vont les pousser dans des lieux sexuels. Un site de striptease pour Ti est littéralement un bordel pour Tsukiko. Il faut noter que si elles ont toutes les deux physiquement l'apparence adolescente, Ti est bien plus près de la jeune femme et Tsukiko de l'enfant, ce qui ajoute encore au côté glauque de ressentiment. D'ailleurs, si Tsukiko ressemble aux autres jeunes femmes virtuelles, Ti a volontairement une apparence ambiguë par rapport aux autres Persecom, ces ordinateurs à forme humaine. Clap a mentionné lui avoir donné volontairement une apparence différente, plus réaliste, pour jouer avec le malaise Uncanny Valley de la vallée des ronçons. Même si ça ne saute pas aux yeux avec le style graphique de Clap. Ce concept en robotique et en numérique consiste à créer des êtres artificiels toujours plus réalistes, mais pas assez pour passer inaperçus. Le cerveau humain devient confus, d'où le sentiment d'inconfort. Les deux personnages sont certes amnésiques au début de la série, mais il est vite clair qu'elles ont eu un passé qui les différencie de leurs autres congénères artificielles et qu'elles sont bien moins angéliques que leur apparence laisse croire. Elles ont également la particularité de ressentir des émotions et de penser en dehors de leur programme, chose dont les autres êtres artificiels sont incapables et éveillent la suspicion chez certains de leur vraie nature. Et désolé de le dire ainsi, les deux personnages ont la source de leur grand pouvoir dans leur vagin. La perte de leur virginité, au sens figuré dans Tsubits, et au sens plus sale que propre de ressentiment, libèrent leurs pouvoirs qui peuvent détruire le monde réel. Dans les deux cas, elles ont la capacité de contrôler les réseaux numériques, donc dans ce monde du futur, tout contrôler. Ce qui, en de mauvaises mains, peut être dangereux. Il est amusant de constater que si dans Tsubits, la cause et la solution au pouvoir de Ti est l'amour sincère, de ressentiment, c'est le sexe. Le fait que l'interrupteur de Ti, après tout c'est un ordinateur, soit dans son vagin influe ses rapports physiques. Ainsi, chaque rapport sexuel l'éteint et la rallume, et l'éteint et la rallume, et l'éteint, et ainsi de suite. À chaque fois en effaçant sa mémoire et sa personnalité. Elle est donc condamnée à ne pas avoir de rapport sexuel si elle veut conserver sa personnalité et la relation qu'elle entretient avec celui qu'elle aime. Ce qui me semble un brin excessif. Sa maman, Chitose, pose la question de la différence entre une femme infertile, elle dans ce cas, et un robot à forme féminine. Ont-elles la même valeur, puisqu'aucune ne peut avoir d'enfant? Je rappelle que c'est le Japon. Ti n'est donc pas un être sexuel, mais un être sensible. Tout l'inverse de Tsukiko. Puisque notre héros n'y connaît rien en informatique, il a besoin d'un guide dans ce domaine. C'est ici que rentre en jeu Hirobu Senbou dans Tsubits et Daisaku de Ressentiment. En plus de lui expliquer, ainsi qu'au lecteur, les rudiments de la technologie qui l'entoure, il lui fournit un élément qui va permettre au héros de plonger dans cet univers. Il sert également de point de repère moral au héros, puisque si les deux ont choisi leur camp dans les questionnements philosophiques de la série, ils n'ont pas basculé du côté de la perversion. Du moins, pas trop. Ça reste le Japon. Daisaku a complètement choisi le monde d'Unreal comme sa réalité. Il représente ce vers quoi Takuro plonge, en restant néanmoins honnête et chevaleresque dans ses actions au sein du monde virtuel. Il reste un modèle positif. Senbou, lui, contrairement à Itaki, voit les Persecom comme des ordinateurs et non pas des machines sensibles. Ne reniant pas cette technologie, il sait trop bien par sa relation avec leur professeur Takaku Shimutsu combien problématiques peuvent être les rapports entre humains et machines. Et il a choisi le côté humain.
Son exemple empêche Itaki de trop vite succomber au charme de Chi. Dans cette continuité, les personnages de Minoru Kogobonji et du Docteur apportent au héros le savoir plus érudit que leur ami ne possède pas. Ils confirment ses doutes quant à la nature unique de leur compagne. Ils confirment surtout le basculement du héros, qui ne considère dès lors plus la jeune fille comme un être artificiel, mais comme un être sensible, avec l'attachement émotionnel qui s'y rattache. Ils ont des rôles plus narratifs pour faire avancer l'histoire que philosophique. Même si la relation ambiguë entre Kogobonji et son Persecom Yuzuki, qui a les traits de sa sœur morte, seul Persecom avec Chi à avoir des traits plus humains, ajoute au propos. Mais si Chi peut penser et ressentir des réelles émotions, Yuzuki reste mu par un programme tout simplement extrêmement avancé. Il est intéressant de noter que si les deux sont à l'opposé physiquement, un est un enfant surdoué et riche, et l'autre un vieil informaticien sans abri, les deux vivent coupés de la société comme les ermites des contes et des légendes. Toute histoire amoureuse est bien plus intéressante si elle prend la forme d'un triangle, pas seulement d'une ligne droite. Si la facette sentimentale n'est pas la partie la plus intéressante et ne sert qu'à alimenter l'histoire, ce que représentent ces personnages pour Chi et Yukiko l'est bien plus. Ichiro Miyara dans Chobits et Kanzaki dans Ressentiment sont, à l'origine, les créateurs de nos deux héroïnes artificielles. Ils sont ces images fantômes de figures paternelles enfouies dans leur mémoire. Même si la nature de cet amour est floue, entre attachement familial et sentiment du cœur. C'est particulièrement le cas pour Yukiko, qui est incapable de différencier ces deux sentiments, offrant même sa virginité à Kanzaki. Elle couche donc littéralement avec son père. Ah, le Japon et l'inceste. Heureusement, ce n'est pas consommé. Le cas est plus clair dans Chobits, où Elda Chi aime Ichiro comme son père, et sa sœur jumelle Freya l'aime d'amour. Ce qui, après qu'il l'ait rejeté, la plonge dans une peine amoureuse qui l'amène à la dépression et à se laisser mourir. Si une machine peut ressentir des émotions positives, elle peut aussi ressentir des émotions négatives, et même en mourir. Ces figures posent aussi la question du rapport ambigu qu'un créateur entretient avec sa création. Ichiro et sa femme Chitose Ibiya ont créé Freya et Elda parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils forment une famille. Mais Kanzaki a créé Tsukiko comme une expérience dans ses recherches sur la réalité virtuelle. Si elle le voit comme son père créateur, il ne la voit pas comme sa fille, mais comme une jeune femme dont l'unique utilité est de satisfaire son appétit sexuel. Mais si leur lien familial est sentimental, et non pas un lien de sang, peut-on parler d'inceste? Il y a un pan entier de l'univers des mangas basé sur cette question. Ah, le Japon et l'inceste. Plus qu'un simple ressort scénaristique, l'ajout d'ennemis dans les deux œuvres redéfinit aussi la nature des héroïnes. Dans les deux cas, il les voit non pas comme un être sensible, mais comme une arme. Ehara, à la tête de son armée de clones, sait que Tsukiko possède une force capable de détruire la civilisation, et veut aussi s'en servir pour y arriver, pour se venger vraisemblablement des humains, lui qui s'avère être ses pensées de laboratoire, empoisonné et à l'article de la mort. Ce qui apporte d'autres questions sur la nature de l'intelligence et des sentiments chez les animaux. Pour Yoshiyuki Kojima et le couple Dima-Dida, c'est un peu différent. Kojima veut les capacités de Chi, mais comme l'outil de pouvoir plutôt que de destruction. Ce qu'il fait est mal, mais il n'a pas d'intention belliqueuse. Dima-Dida, au contraire, sont des Persecom gouvernementaux qui semblent méchants au départ, mais ne veulent que protéger la société des capacités de Chi, non pas l'utiliser. Comme beaucoup de méchants cyclampes, leurs intentions sont plus intéressées que malveillantes. Dita voit Chi comme une menace aux gens Persecom et veut l'empêcher de nuire. Mais Dima la voit aussi comme la clé qui peut permettre à tous les ordinateurs d'aimer et de passer à la prochaine étape de leur évolution. C'est un classique des seinen d'avoir un harem autour du héros vierge et sans expérience avec les femmes. D'être soudainement dans les pensées et le cœur de plein de femmes au profil varié.
Mais dans Chobits, cela va au-delà de ça. Si on voit plusieurs personnages féminins autour d'Itaki, seuls ses rapports avec la jeune Yumi Omura peuvent se rapprocher d'une relation amoureuse. Même si au final, elle le voit plus comme un grand frère. Mais l'idée est surtout d'avoir un éventail de rapports amoureux et humains différents pour mettre en perspective la relation Itakichi. Dans Ressentiment, nul harem, mais un autre triangle amoureux entre Tsukiko, Takulo et sa collègue Nagao. Au fil d'un rapport tumultueux, Takulo doit choisir entre une relation virtuelle avec Tsukiko et une relation réelle avec Nagao. La question est de savoir où son cœur balance. Il n'est pas clair si c'est l'amour, la sexualité ou le désespoir d'une trentenaire célibataire qui pousse Nagao dans le grain de Takulo. Et au final, Takulo n'a ni une ni l'autre, et Nagao se retrouve comme mère monoparentale de Tsukiko. La liste que je viens de faire couvre l'essentiel des personnages importants des séries. Les autres personnages sont plus secondaires et n'apportent rien à la structure des récits. Chobits est une comédie romantique écrite par des femmes et Ressentiment une comédie noire écrite par un homme. Attention, beaucoup de mangaka femmes, surtout chez les plus jeunes, ont aussi créé des mangas noirs et scéniques. Ce n'est pas une question de sexe, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre de Clamp et celui d'Arasawa, on constate une constante plus romantique et optimiste chez les premières et plus cynique chez le deuxième. C'est cohérent avec les courants de pensée et les philosophies que les deux œuvres développent. Du point de vue biologique, qu'est-ce qu'une émotion? Une simple impulsion électrique qui stimule plusieurs parties du cerveau. Parties qui vont ensuite l'interpréter pour refléter la réaction à avoir dans le contexte. En quoi est-ce différent de ce qui se passe au sein de l'ordinateur? Il émet des signaux électriques qui sont interprétés par les processeurs pour afficher la commande appropriée. Une machine pourrait avoir des émotions en théorie. En théorie, c'est bien là le problème. Car tout le monde sait que c'est bien plus complexe que ça. Le corps scientifique s'entend pour évaluer la capacité émotionnelle d'un être vivant ou artificiel selon 3 facteurs. La capacité d'exprimer des émotions, la capacité de percevoir les émotions exprimées par les autres et la capacité de ressentir soi-même des émotions. Pour les êtres artificiels de ces mangas, ainsi que pour ceux de notre époque moderne, les 2 premiers sont réalisés. Les robots et les intelligences artificielles sont en mesure d'exprimer des émotions et de les percevoir chez les êtres qui les entourent. C'est pour le 3e point que ça se complique. Tant les Persecom que les êtres virtuels interagissent avec les humains par des émotions, mais ils ne font que suivre leur programme. Ce n'est en aucun cas un acte conscient. Du moins, pas en apparence. Dans Ressentiment, prenons l'exemple de l'école, qui est un lieu servant exclusivement aux utilisateurs à revivre leur adolescence, très souvent ratée, et à pouvoir multiplier les conquêtes sexuelles. Le monde virtuel y ajoute même de jeunes filles, dont l'unique but est de séduire les humains pour créer la jalousie et la discorde entre programmes virtuels. Mais toutes ces émotions sont programmées et le résultat de variables définies. Seule Tsukiko a une conscience d'elle-même et du monde virtuel, et un libre arbitre émotionnel. C'est dans Chobits que cette question est plus centrale et ambiguë. Si Chibbo a séduit Takako, c'est parce que le mari de cette dernière la délaissait au profit de leur nouveau Persecom, jusqu'à oublier son existence. Cela implique donc qu'il trouvait en cet ordinateur à forme humaine plus de satisfaction émotionnelle et sexuelle qu'en sa femme. La série ne dit pas par contre de quelle façon ce Persecom les réalisait, mais j'imagine qu'elle devait avoir une réaction programmée positive. Plus clair, le personnage d'Hiroyasu Ueda est cité plus tard dans la série comme étant la première personne au Japon à avoir épousé sa Persecom, avec la robe, les bagues, le gâteau et tout. Il était amoureux d'elle et ressentait qu'elle éprouvait la même chose pour lui. Et quand elle a commencé à avoir des pertes moteurs et d'analyse, vu son obsolescence et à présenter des syndromes qu'on pourrait rapprocher de l'Alzheimer, il est convaincu qu'elle l'a sauvé consciemment de la mort par amour. Jamais dans la série on nous indique qu'il avait raison ou tort. Il le croyait, il le ressentait, c'est ce qui importe. Par contre, est-ce qu'on parle de cet homme de 40 ans
qui finit en couple avec une adolescente de 17 ans. Mais bon, Clam a un passif de coupe à l'écartage important. De la même façon, tous les propriétaires d'animaux sont persuadés que leur bête les comprend, les aime et ressent les mêmes émotions qu'eux. Et le parallèle animaux-êtres artificiels est très pertinent, car ils sont complémentaires. L'essence de la notion de conscience et de droit chez les êtres artificiels est la continuité de ces mêmes questionnements chez les animaux. Longtemps considérés comme des êtres sans âme et sans émotion, des objets vivants, le siècle des Lumières, en grande partie par les théories de René Descartes, fait des animaux de simples machines, des automates de sang et de chair. Il faudra attendre le XVIIIe siècle et Emmanuel Kant pour que le concept de respect des animaux soit considéré. Pour Kant, les animaux sont des êtres vivants dotés d'une conscience et d'un libre arbitre, et non plus de simples mécanismes vivants. Mais pour lui, l'homme est au-dessus des animaux et a le devoir moral, mais pas l'obligation, de les protéger. C'est Arthur Schopenhauer qui énoncera en premier les capacités émotionnelles et sensibles des animaux en faisant des semblables aux humains. C'est au courant du XXe siècle que ces pensées vont continuer à évoluer pour y inclure les êtres virtuels. Les deux séries nous plongent donc dans des univers où l'évolution de la reconnaissance des êtres artificiels suit le même parcours au point de questionner la différence relationnelle et juridique entre eux et un humain. Si je viens de me baser sur l'évolution de la pensée occidentale, il faut quand même ne pas oublier que nous parlons d'œuvres japonaises, donc orientales. Dans les religions hindouistes et bouddhistes, ainsi que dans tous les courants apparentés, il n'existe pas de différence notable entre un humain et un animal, du point de vue conscience et sentiment. Il est donc aisément concevable qu'un être artificiel puisse avoir une âme et des émotions. Et le Japon étant fortement shintoïste, l'animiste y est accepté, et donc l'idée que chaque chose, chaque être vivant et chaque objet possède une âme et une conscience ne fait pas débat. Ce n'est pas un hasard si la question de l'âme des robots et des êtres virtuels est aussi présente dans leur littérature, car c'est un concept largement plus accepté qu'en Occident et qui a plus d'écho dans les croyances des hommes. Si les deux séries se déroulent dans un futur similaire, elles n'ont pas la même vision de ce que la technologie pourra apporter à la société. Pour Chobits, la technologie est bonne et permet à la société d'avancer. Grâce au Persecom et à l'informatique, l'humain décuple ses capacités à gérer et traiter les informations et améliore sa productivité. Certes, ces nouveaux rapports humain-machine changent les paradigmes de la communication et des interactions sociales, et un abus peut accentuer la solitude de personnes ressentant une infériorité vis-à-vis ces ordinateurs à visage humain. Mais si la série adresse ces problématiques, elle conclut que la société va s'adapter et que ces problématiques font partie d'une transition où les robots seront considérés comme des êtres sensibles sans distinction. Pour Clam, l'humain est fondamentalement bon, mais c'est les règles de la société et sa mauvaise compréhension de ses émotions qui le troublent et l'amènent à mal agir. Mais s'il écoute ses sentiments, il finit irrémédiablement par faire ce qui est juste. Pour ressentiment, l'homme et la femme est mauvais par nature, et c'est la société qui le contrôle et réprime ses pulsions primaires. Laissé libre dans un monde virtuel, où tout est permis, il enfreint toutes les conventions sociales sans remords. Meurtre, viol, inceste, violence, viol, indécence, racket, sans oublier le viol, les utilisateurs d'Unreal sont donnés à cœur joie. Les gestionnaires de cet univers ont dû restreindre la liberté des joueurs pour retrouver une paix sociale.
et ce monde reste plus permissif que la société réelle. Trop de liberté tue la liberté et corrompt l'âme. Même à la fin, quand l'humanité est sauvée d'une guerre nucléaire, résultant de sa dépendance à la technologie, l'humanité n'apprend pas de ses erreurs et recommence la même structure virtuelle, mais sous un autre nom. Rien n'a changé et personne n'a évolué. On a simplement neutralisé la menace. Pire encore, pour Kenko Hanazawa, le monde dans le VR est un univers où l'illusion prend la place du réel et où la technologie est une drogue qui enferme la société dans l'oisiveté et le rejet de sa nature civilisée. En suivant l'allégorie de la caverne de Platon, la société aurait choisi le monde des ombres plutôt que la lumière. Utiliser la caverne de Platon pour parler d'un monde virtuel est un classique, mais je ne parle pas tant du sens premier d'individus préférant un monde factice, d'ombre à la réalité du soleil et de la nature, mais que la quête de la connaissance dérange et est dangereuse. Dans Ressentiment, chaque personne qui a voulu atteindre la lumière et repousser les connaissances de l'humanité a été marginalisée et poussée à la folie. Il faut rester dans notre caverne où nous sommes inoffensifs. Et évidemment, la série pose la question de la frontière philosophique entre réel et abstrait. Il faut rappeler que selon Platon et la pensée ontologique, le réel n'est pas l'objet, mais le concept de l'objet. Ce pandarou n'existe pas. C'est les conventions et la définition que nous faisons des pandarous qui existent. La société a convenu que l'assemblage d'une queue noire, d'un corps blanc et roux, d'oreilles blanches et d'un visage improbablement mignon était un pandarou, ou un renard, ou un lémur, ou un lynx. Si l'apparence, le son, le goût et le toucher sont identiques, qu'est-ce qui différencie un objet réel d'un objet virtuel? Le concept reste le même, du moins en ontologie. Les deux œuvres, au final, opposent les pensées de philosophes comme Hobbes à celles de Rousseau ou Locke. Pour Ressentiment, l'humain pense d'abord à sa préservation, à la satisfaction de ses besoins et est limité par les règles sociales, alors que pour Chobits, l'humain est altruiste de nature, est juste moralement, mais est corrompu par la société et les exigences de la hiérarchie sociale. Chi et Tsukiko sont des post-humains, des humains améliorés, qui ont dépassé le cadre et les limites du corps et ne font qu'un avec la technologie. Elles sont deux incarnations du transhumanisme, l'une par sa nature d'être sensible mécanique et amélioré, et l'autre par sa nature d'être virtuel parfait aux capacités illimitées. Elles sont surtout une incarnation du concept de surhomme de Nietzsche qu'il a essentiellement énoncé dans Ainsi parlait Zarathustra. Pour faire simple, ce ne sont pas des hommes nouveaux ou femmes nouvelles dans leur cas, dans le sens d'humains améliorés, mais des êtres mus par leurs sentiments et par l'accomplissement de leurs besoins émotifs. Pour Nietzsche, la prochaine étape de l'humanité était celle de ne plus agir selon la volonté de Dieu, mais selon la satisfaction de nos plaisirs. Ce n'est pas tant Dieu qui est mort, mais la peur de la punition divine. L'humain ne doit plus travailler pour gagner sa place au paradis, mais créer son paradis sur terre, dans sa vie de tous les jours. Ce qui est appelé au XXe siècle la société des loisirs. Si dans Chobits c'est moins abordé, c'est au cœur de Ressentiment. L'œuvre met littéralement en scène des êtres isolés qui consacrent leur vie à un monde virtuel qui n'est fait que des plaisirs que le monde réel leur refuse. Le paradis n'est plus sur Terre, mais dans les mondes virtuels. Ils sont l'incarnation de l'égoïsme philosophique, la quête à tout prix du plaisir personnel, non plus comme une récompense à l'effort, mais comme une fin en soi, au détriment de l'ordre social. À quel point Ressentiment s'est inspiré de Chobits est difficile à déterminer, mais elles font toutes les deux partie du même courant des séries de science-fiction du début des années 2000 et apportent des réponses différentes mais complémentaires aux mêmes questions. Mais une, Chobits, le fait en étant une série romantique avec une vision positive du futur, et l'autre, Ressentiment, en étant une caricature cynique du futur où les tares de la société sont exagérées et amplifiées.
Chaque lecteur est libre de choisir dans quel camp il veut se situer. Arigato.